de retard, 3 ans même, dans un monde qui est en difficulté. Et nous, le monde, lorsqu'on dit monde en Tunisie, on regarde l'Europe, malheureusement, on ne regarde que l'Europe, et l'Europe est en panne, déjà indépendamment de la révolution. Nous, on ressent tout ça. Je ne veux pas m'attarder, mais j'aime bien citer, parce que souvent on me taxe de pro-américain, d'homme de globalisation, de méchants économistes qui défendent le modèle du marché. Mais je vais prendre une citation qui a été faite par un grand monsieur qui s'appelle Alain Peyrefitte, pour les jeunes dans la salle qui ne connaissent pas. Alain Peyrefitte a écrit, qui n'est pas américain, il a écrit il y a 40 ans un livre impressionnant, « Quand la Chine se réveillera, le monde tremblera ». La Chine se réveille, nous on ne tremble pas, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il a dit en parlant de développement économique? Pour lui, il y a une synergie entre 3 acteurs, vecteurs essentiels. Le marché, regardez l'ordre aussi, le marché, l'État et l'individu. Pour Alain Peyrefitte aussi, l'État, c'est un garant du bon fonctionnement du marché. C'est le contrôleur, c'est le normalisateur, c'est le garant du bon fonctionnement. Donc c'est l'arbitre dans un match de foot. Troisième élément, c'est l'individu. On est égaux. À l'université, on est égaux. Lorsqu'on a un diplôme, on est égaux. On est censé l'être, du moins. Et après, chacun aura à développer en lui le vouloir de développement. Je trouve que cette citation, elle est excellente. Et je termine avec un commentaire qui est le mien, qui peut ne pas être, c'est pas un diagnostic, mais c'est un constat qui est le mien pour annoncer le débat, puisqu'on parle de corruption. On a toujours dit, ah, la Tunisie a souffert d'une économie de marché. Moi, je déclare, la Tunisie n'a jamais été dans une économie de marché. La Tunisie, on n'a jamais... Et là, je fais de la provocation, c'est Haleb Maaya qui va prendre la parole tout à l'heure, politica. Au contraire, en Tunisie, on a toujours protégé les hommes d'affaires. J'appelle ça les hommes d'affaires sous serre. Les entreprises ont essayé de les protéger. On n'a pas respecté le marché et les mécanismes de marché. Je dirais même un marché de compromis, de compromission, c'est-à-dire d'arrangement. Ta part, ma part, tu prends l'ascenseur, tu descends l'ascenseur, ça dépend de ton positionnement. Et même l'État était dans le marché. Il l'est encore. Et l'État, lorsqu'on parle d'État, tout d'abord parle d'État garant. Ibn Khaldoun, c'est un sociologue tunisien depuis plusieurs siècles, il a dit, je dis ça en arabe, je traduis en français, إذا دخل السلطان السوق أفسدها وأكثر في الجباية في كتاب المقدمة لابن خلدون. Si l'État intervient dans l'économie, dans le marché, il crée des dysfonctionnements, et pour combler les trous qu'il crée, il augmente les impôts. Ça, c'était avant Mme Thatcher et avant M. Reagan. Et je considère que tant que l'État agit dans l'économie et les sources de dysfonctionnement, ceci n'est pas la logique actuelle. On demande à l'État d'employer des gens dans une administration surpeuplée avec des fonctionnaires qui sont mal payés. Donc, mal payés, je vous laisse la suite à définir. Et je termine pour le marché, parce que c'est important pour moi. La définition, moi j'ai à la base un homme de finance, de comptabilité. Dans les normes internationales comptables et dans les normes comptables tunisiennes, qui est d'inspiration internationale, on définit le marché comme suit. Cela suppose l'existence de plusieurs offreurs, plusieurs demandeurs, normalement informés, c'est-à-dire avec les mêmes normes, entre des personnes consentantes et dans des transactions équilibrées. Personnellement, je déclare, on n'a pas de marché comme ça en Tunisie. Peut-être Mansour Bey ou les marchés parallèles, pour les connaisseurs du marché parallèle, ça doit fonctionner comme ça. Mais pour le reste, donc dans ce contexte-là, dans ces défis-là de mouvement, alors qu'on n'a pas défini quelle Tunisie 2040, de quelle Tunisie on rêve, parce que ça c'est une mission de rêve.
2040, quelle Tunisie? Et si on se met, si nos économistes, notre élite se réunissent pour parler uniquement de ça, quelle Tunisie? 2040, on va décliner toutes les politiques, toutes les stratégies. On est en train de regarder le quotidien et non pas, on n'a pas de vision. Dans l'avion, il n'y a pas de pilote. Et l'élite ne joue pas leur rôle de pilote, encore moins l'élite politique. Au contraire, l'élite économique doit prendre la valeur au bon sens, parce que l'élite politique n'a pas encore la maturité, n'a pas démontré une maturité pour qu'on puisse orienter le pays vers un demain meilleur. Alors, sans plus tarder, c'était juste pour provoquer le débat tout à l'heure que j'ai fait cette introduction. Et je cède directement la parole. Alors, je vais demander à chacun de se présenter. Mon nom, moi, Amstad Mabrout, le chanceux, je suis associé PricewaterhouseCoopers. J'ai un défaut que je m'intéresse au sport comme mon voisin. Donc, le sport, c'est de l'économie aussi. Ça peut mobiliser les jeunes, ça peut créer de l'emploi aussi. Oui, j'aime une seule équipe, je n'ai pas aimé toutes les équipes. C'est ça le sport, c'est ça le sport. Alors, il va se présenter et il a le mérite d'être à la fois un universitaire averti, parce qu'il y a des universitaires qui ne sont pas avertis aussi. Hein. Je suis universitaire, entre parenthèses. Et en même temps, il est dans le monde des affaires, à travers la société arabe, disons, un chef d'entreprise qui joue un rôle depuis longtemps. Je suis un membre fondateur de l'Institut arabe d'entreprise. Et je pense qu'il va donner les éléments qui vont permettre à ce panel, l'essentiel de cette séance, c'est vos idées. Et on est en train de noter, Madame Aleni, on est en train de noter tout pour qu'on fasse un compte rendu fidèle des échanges qui sont entre nous. Alors, Majd, à toi la parole. Nous avons commencé par la mise en place d'un guide de bonne pratique de gouvernance avec tous les éléments de transparence, de divulgation d'informations, de votre conseil d'administration. Et donc on s'intéressait un peu à la promotion de l'intégrité via quelques... On travaille avec, par exemple, le CDU, avec l'UID, avec Transparency International, on assistait à des conférences. Et en 2011, nous avons commencé à travailler plutôt sur tout ce qui est promotion de l'intégrité. Donc pour tout ce qui est gouvernance d'entreprise, nous sommes un peu développés. Nous avons des activités qui sont mises en place en termes de formation, nous avons mis une mise à jour de notre guide de version 2012. Et nous avons élaboré un plan d'action pour la promotion de l'intégrité au niveau du secteur privé. Et c'est la vision du Centre tunisien de gouvernance en termes de qu'est-ce que ça peut être fait en termes de promotion de l'intégrité. Donc notre plan d'action, il est pratiquement, il se compose en 3 grandes parties. La première partie, donc, et ça a été présenté, le premier évoque, ça a été présenté lors du forum de gouvernance qu'on a organisé, la première session le 21 octobre. Donc nous avons commencé par la présentation d'une étude assez importante sur le coût de la fraude auprès du secteur privé. Ça nous a pris pratiquement dans les 6 mois où nous avons eu des enquêteurs qui ont fait noter dans les grèves du tribunal pour voir quels sont les cas, les procès en termes pour tout ce qui est fraude et voir le coût supporté par le secteur privé lorsque lui il est victime de fraude. Nous avons fait une simulation pour voir quel est le coût de la corruption au niveau du secteur privé. Et nous avons aussi essayé de faire la même chose qu'on a fait avec le guide de bonne pratique de gouvernance, parce qu'on peut avoir des chefs d'entreprise. Il y a la première étape qu'il faudrait les convaincre d'aller vers l'intégrité. Mais la phase après, donc notre expérience avec les entreprises, ce sont des gens un peu pragmatiques, donc ils vous demandent le comment faire. Donc le comment faire, et à travers l'expérience internationale, donc on s'est inspiré, donc on collabore avec le PNUD régional, on collabore aussi avec le CDE, c'est la mise en place de toolkits. Donc nous avons, à travers une coopération internationale, nous avons réussi à proposer 3 toolkits. Donc ce sont des boîtes à outils qui expliquent exactement comment mettre, par exemple, tout un système de whistleblowing au niveau de l'entreprise. Donc c'est vraiment
toutes les étapes expliquées de façon pédagogique qu'un chef d'entreprise ou bien s'il charge un cadre pour qu'il met un système de whistleblowing et de divulgation, de prononciation au niveau de l'entreprise, donc ça peut être fait, donc ils ont tout le process. Nous avons aussi élaboré un toolkit aussi de tout ce qui est due diligence, donc ça permet de faire un audit des risques de corruption et de risques de fraude à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est la même chose aussi. Donc c'est plus élaboré qu'un guide parce qu'il y a aussi les outils. Donc ça peut aider l'entreprise à la mettre en place. Et nous avons aussi un toolkit au niveau qui s'intéressait au code de conduite et code d'éthique. Donc les codes de conduite, c'est principalement c'est pour les employés comment ils doivent se comporter lorsqu'ils sont en face de situation de corruption ou bien de malversation, et aussi un code d'éthique qui doit être partagé par le top management et le conseil d'administration de l'entreprise en termes de valeurs partagées par l'entreprise. Là, ça c'est une composante, donc tout ce qui est sensibilisation et formation, et nous avons aussi une collaboration avec le CDE, donc avec Nicolas, en termes de... Donc il y a un guide qui va sortir de l'OCDE, dans lequel nous sommes aussi partenaires, pour tout ce qui est avoir des études de cas, avoir aussi un manuel pour les PME, ça au niveau des PME, pour la mise en place, c'est un projet régional. Donc, par exemple en janvier, nous avons le 14 et le 21, donc je crois que ça va être le 16 et le 19, je crois, comme ça, donc les dates. Donc ils sont disponibles sur notre site, les premières formations qui vont être disponibles pour la promotion de l'intégrité auprès des PME avec le plus régional. Donc ça, c'est la première composante sur laquelle on travaille. Donc la deuxième composante, c'est tout ce qui est amélioration de l'environnement des affaires. Donc amélioration de nos affaires, ce n'est pas de logique parce que à l'ISE, nous avons un autre centre qui travaille sur ce qui est amélioration de l'environnement des affaires, simplification des procédures, mais il y a une partie qui intéresse tout ce qui est promotion de l'intégrité et qui intéresse le secteur privé, c'est de voir quelles sont les zones de risque, donc les points où il y a un pouvoir arbitraire à l'administration qui peut être source de corruption. Donc, et on croit qu'il y a tout un travail à faire pour identifier ces points-là du niveau du secteur du public et du privé. Donc nous avons, comme par exemple, maintenant vous trouvez sur notre site une étude qu'on a faite sur... et on va commencer tout un projet avec des projets pilotes à partir de 2014 sur l'environnement des affaires local. Donc un travail pour améliorer l'environnement des affaires et pour que ce soit au niveau d'une municipalité qu'ils soient ils ont des relations plus privilégiées avec le secteur privé et des relations plus transparentes. Donc ça, c'est la première étape. Donc nous avons d'autres projets et d'autres actions qui sont planifiées. Donc c'est un programme trinal, donc, parce qu'on suit le mandat du conseil d'administration, du comité directeur de l'ISE qui est élu. La troisième composante, c'est tout ce qui est partenariat public-privé. Pour tout ce qui est partenariat public-privé, nous avons tous les problèmes, par exemple, qui concernent la réglementation des filières. Par exemple, nous avons aussi deux études qu'on a élaborées, une sur la réglementation des marchés publics avec les collectivités locales, donc s'intéresser à ce niveau-là, et nous avons une autre sur tout ce qui est réglementation de la filière céréales, et une sur tout ce qui est la filière habitation, parce que pour des raisons de promotion d'intégrité, pour des raisons aussi d'améliorer le rendement du secteur. Toutes ces études sont disponibles sur notre site isv.tl, donc ils sont disponibles et publics, vous pouvez les télécharger directement. Donc ça également c'est notre vision, donc c'est ces trois composantes, tout ce qui est formation et sensibilisation du secteur privé. Donc l'autre composante c'est tout ce qui est amélioration de l'environnement des affaires et on croit à commencer à travailler à petite échelle avec les collectivités locales. Et le troisième point c'est améliorer la réglementation et aussi améliorer le partenariat public-privé sur toutes les relations avec... nous avons un autre point qu'on a commencé à faire aussi, c'est tout ce qui est la promotion de l'intégrité et collaborer avec les unités de gouvernance et d'anticorruption au niveau des entreprises publiques. Donc ça, c'est parmi les points qui nous intéressent, d'avoir une collaboration avec eux, parce que ça les intéresse. Ils ont une mission maintenant pour le faire au niveau des entreprises publiques, et ça nous intéresse d'avoir une collaboration avec eux. Nous avons
un programme qui sera un projet pilote qui va être fait le 17 décembre avec une entreprise publique. Donc ça c'est globalement les projets qu'on fait et notre vision. Donc notre rôle c'est que le secteur privé il peut jouer un rôle, donc il a un rôle à jouer, donc il ne peut pas avoir un rôle, on ne peut pas lui allouer un rôle, mais je crois qu'il peut être un élément important en termes de concertation, en termes de plaidoirie, parce qu'il est en même temps, c'est vrai que pour chaque opération de corruption, certainement il y aura quelqu'un du secteur privé et de l'administration. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a de la corruption privée à privée. Donc, et ça, c'est parmi les points qu'on a remarqués lors de l'étude qui sont importantes. Et tout ça rentre dans le cadre des pratiques commerciales. Donc nous avons, ça fait maintenant 3 ans, nous avons fait l'estimation. Par exemple, le chiffre qui sort, c'est le coût de production. Le coût de la corruption en Tunisie, donc on a estimé, donc c'est un calcul qui a été fait en 2009, et c'est un coût des pratiques commerciales, parce que si je rebondis sur un autre sujet, en Tunisie on parle beaucoup de tout ce qui est secteur informel, mais lorsqu'on commence à voir le secteur informel dans les détails, donc il faut voir quels sont les gens qui réagissent, ils ont un comportement informel, et qui sont patentés et qui ont une matricule fiscale. Donc il faut voir, par exemple, lorsqu'on voit les forfaitaires, donc plus de 70% des forfaitaires ils ne sont pas à jour avec le fisc. Donc il faut voir aussi que lorsqu'on parle de Monsanto, par exemple, tous les gens qui sont en Monsanto, ce sont des gens pas patentés. Donc nous avons vraiment, lorsque par exemple, même on voit par exemple au niveau des comparaisons internationales, comment ils traitent le secteur informel, leur définition, la Tunisie, on peut dire que nous sommes un cas à part. Nous sommes à la limite entre les deux. Donc, c'est un secteur, nous avons des gens qui sont du secteur formel, mais qui ont un comportement informel. Et je vous invite à voir le travail de Heritage Foundation, donc, qui ont un travail sur tout ce qui est les pratiques commerciales. Et ils rentrent ça sur tout ce qui est pratique commerciale. Je vous remercie. Alors, puisqu'on parle de globalisation, les commentaires de l'OCDE sont très très attendus. Et je dirais Nicolas va nous zoomer sur un certain nombre de considérations qui sont, il faut reconnaître, en Tunisie, on a eu des problèmes, mais nous avons été toujours attentifs à tout ce que se fait de par le monde. Donc l'OCDE, quels sont vos commentaires? Quelles sont les bonnes pratiques qu'on gagne à respecter, sachant que l'OCDE a été parmi les premiers, sinon le premier, à divulguer la culture de gouvernance de par le monde? Je remercie Monsieur le Président. Je remercie le PNUD de m'avoir invité et aussi je demande de l'indulgence à la salle parce qu'en effet je suis allemande, je parle français et anglais mais je n'ai pas appris l'arabe. Je me penche sur la question, la région arabe depuis 2009, j'ai passé l'âge d'apprendre une autre langue ou alors je dois arrêter de travailler sur la substance, donc j'ai fait un choix. Nous sommes dans un monde globalisé, je pense que nous pouvons nous donner la main et apprendre les uns des autres. L'OCDE, c'est quoi? L'OCDE, c'est l'Organisation pour la coopération et le développement économique. C'est une organisation qui est assez âgée. Elle a été créée dans l'après-guerre, d'abord pour administrer le plan Marshall. Aujourd'hui, elle compte 34 pays membres, des pays qui sont définis comme les économies démocratiques de marché. Certains diront, bien que je ne suis pas le président sur beaucoup de ces interprétations philosophiques, que c'est un club de riches. Mais nous avons donc au sein de l'OCDE un programme de rapprochement avec les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient qui existe depuis 2005 et que je sers depuis 2009. Avant de rejoindre cette unité où je m'occupe du climat des affaires, du soutien des femmes à l'entrepreneuriat et à l'accès au marché, et aussi de la question de l'intégrité dans les affaires. J'ai servi pendant 10 ans à un comité qui cherche à s'assurer de la mise en application de ce qui est appelé, alors je vous préviens, c'est assez long, mais c'est assez important.
C'est la Convention de lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. C'est une convention qui précède à la Convention des Nations Unies, à laquelle la Tunisie souscrit et ratifié. C'est une convention à laquelle tous les pays membres de l'OCDE ont souscrit et à laquelle d'autres pays, des pays non membres à l'OCDE, ont également souscrit. Et d'ailleurs, cette convention est un outil ou un instrument palier pour pouvoir rentrer à l'OCDE. Donc cette convention cherche à réguler les affaires internationales et se penche en particulier sur éviter la corruption d'agents publics étrangers, et cela dans les transactions commerciales internationales. Ça peut être des marchés publics, le commerce, l'investissement. Alors, nous avons entendu parler de la Bourse de New York. En fait, cette convention a été initialement inspirée par une loi américaine qui s'appelle le Foreign Corrupt Practices Act et qui prévoit que les entreprises, qui prévoyait à l'époque que les entreprises américaines ne pouvaient plus engager d'actes de corruption dans leurs transactions internationales. Nous, à l'OCDE, on suit cette philosophie que je viens de vous expliquer, notamment parce que dans le cadre de cette convention et les instruments qui vont avec, nous n'avons pas arrêté d'être en consultation avec les entreprises et leurs représentants. Et l'OCDE se rencontre au minimum une fois par an les entreprises sur des projets et des thématiques particulières autour de la lutte contre la corruption. Cela a d'ailleurs donné lieu à un guide que les gouvernements ont négocié avec les entreprises sur des dispositions de prévention, des dispositions d'audit. Et je dirais d'ailleurs qu'à cause de cette convention, le rôle des auditeurs a changé au cours du temps. Il y a encore 10 ans, les auditeurs disaient ça c'est pas notre affaire, on ne va pas regarder dans cette direction, nous n'avons pas de responsabilité. Et aujourd'hui, ma foi, ils sont quand même tenus à donner d'abord l'information en sein même de l'entreprise, et si l'entreprise ne donne pas suite à des informations importantes de découverte de risques de corruption, et bien à ce moment-là, le rôle de l'auditeur a changé et il doit en avertir les autorités. Nous avons, dans le cadre de la région MENA, quand j'ai commencé en 2009, on me disait en souriant que ce n'était pas un sujet. Alors, depuis le vent a un peu tourné, on a compris que c'était un sujet d'importance qui a été même porté sur la place publique, et nous nous sommes donc chargés avec le ministère à organiser un certain nombre de réunions de sensibilisation, et nous sommes, je crois, maintenant dans la région dans une nouvelle phase où on a en effet, on recherche à adapter un manuel, à développer un manuel avec Majdi autour des actes de prévention. J'en ai une première ici. Malheureusement, nous ne pouvons pas encore la distribuer parce qu'il manque d'expérience de la région et des difficultés auxquelles se heurte la région. Donc, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de débattre un petit peu du rôle du secteur privé dans la stratégie tunisienne, ce que je ne peux pas faire parce qu'en effet, je ne suis pas d'ici. Je voudrais rebondir sur deux choses que mes prédécesseurs ont dit. Sur l'informel, je pense que l'informel, c'est vraiment une question à aborder très en profondeur parce que l'informel regroupe beaucoup de choses. L'informel regroupe des gens qui simplement ne veulent pas payer d'impôts et qui peut-être ne gagnent pas assez pour remonter dans le formel. Mais l'informel, le formel peut exister sans mauvaise foi. Mais l'informel couvre malheureusement aussi tout un aspect de la criminalité. Et donc dans ce magma incertain, on peut bien voir que les flux financiers sont très mis à risque et que l'informel est par ce biais-là un vecteur évident d'argent qui circule et qui peut donner lieu à de la corruption.
Alors, sur l'intervention de Siemens, et je prie Siemens de m'excuser de cette petite intervention de ma part, je pense que Siemens a bien témoigné au cours de ces dernières années de la nécessité d'anticiper et de prévenir. Parce que quand une entreprise comme Siemens est prise la main dans le sac, ça fait très très mal et ça coûte très cher. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que Siemens a été sanctionné aux États-Unis doublement par la justice, mais aussi par la SEC, précisément. Après, Siemens a été sanctionné en Allemagne. Et puis, il y a aussi un autre phénomène qui se présente dans les pays OCDE de plus en plus, c'est que les entreprises sont exclues des marchés publics. Donc Siemens, une certaine partie de Siemens a été exclue pendant 2 ans de tous les marchés publics de la Banque mondiale. Et évidemment, c'est une information qui est publique. Donc ça a eu des effets sur les employés, qui, d'une part, on a mentionné la sanction des employés eux-mêmes, ils étaient coupables, donc ça c'est peut-être le problème. Mais après, il y a des employés qui ne veulent plus travailler dans une boîte. Donc ils ont eu des problèmes de recrutement. Après, il y a la perte de réputation sur les marchés financiers. Difficile à regagner tout de suite. Il y a eu des pertes, des sanctions. Là, je laisse Siemens dire combien ils ont dû payer. C'est énorme. Et puis, il y a le problème de regagner de la confiance auprès tout un tas d'acteurs, que ce soit les financiers, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les donneurs d'ordre, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont mis en place vraiment un énorme système. Ils sont en alerte. Un jour que je me promenais en Égypte à 10h du soir, je reçois un SMS de Siemens, parce qu'on travaille avec eux, et je suis informée que le CEO de Siemens Brésil dégage à la minute. Il y a des risques de corruption, probablement, pour garder la réputation. Voilà. Donc, ils sont en alerte, ils sont très vigilants. Je dirais qu'ils sont aujourd'hui probablement pas les seuls, parce qu'au sein de l'OCDE, il y a eu plusieurs entreprises qui ont été sanctionnées. L'OCDE est du point de vue qu'il n'y en a pas encore assez. Hein? Donc, il faut, dans la mise en application, être beaucoup plus sévère. Mais c'est évident que les sanctions, notamment pratiquées aux États-Unis, peuvent vraiment casser le cou aux entreprises. Alors maintenant, il n'y a pas seulement les États-Unis, l'Angleterre aussi a mis en place un système extrêmement rigoureux. Et alors vous allez dire en quoi est-ce que ça concerne la Tunisie? Je pense que vous l'avez décrit, nous sommes dans un monde globalisé, donc quand vous avez un contact avec une entreprise britannique ou un contact avec le marché britannique ou avec le marché américain, finalement tout ça peut avoir des effets de rebondissement. Quand moi j'ai commencé mon travail avec Majdi, qui n'est peut-être pas assez loin encore, ce qui moi m'intéressait en fait c'était de dire il y a d'autres problèmes. On peut retourner la problématique et se dire que il y a malheureusement aussi pas mal de fonctionnaires qui ont la main ouverte. Et donc, si le secteur privé utilisait ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui comme mécanisme de sanction, il peut, en s'alliant mutuellement, en faire un acte de prévention. C'est-à-dire, on se met ensemble, et d'ailleurs, la Chambre de commerce internationale y a réfléchi, et d'un commun accord, on se met d'accord qu'on résiste à la sollicitation. Il y a un instrument qui s'appelle aujourd'hui Résiste, et qui permet à ce moment-là à la société privée d'anticiper et de se dire, voilà, collectivement, on s'engage à peut-être plus payer les coûts. C'est un peu, je suis un peu naïve. Le vase est toujours à moitié plein, à moitié rempli. Mais je me dis que c'est une voie qu'on peut peut-être aussi envisager. Là-dessus,
j'en termine et je vous remercie, monsieur. Alors, je vais switcher vers l'Allemagne. Et nous avons Anna qui va nous parler en tant qu'intervenant de Siemens, une grande boîte internationale. Et dans notre discours, j'ai dit que nous sommes condamnés à l'ouverture, et c'est pour ça qu'on a dans le panel des expériences étrangères. S'il te plaît, présente-vous et vous avez la parole. Aujourd'hui, je remplace M. Singchuk, qui est notre président-directeur général, et en fait le premier responsable de la conformité au sein de la société. Siemens a une histoire un peu particulière, parce que nous aussi, en 2006, on a vécu notre propre scandale. On a eu vraiment des problèmes, de grands problèmes avec la réputation de l'entreprise. Et tout était lié à la corruption à l'époque. Donc Siemens a dû changer de mode opératoire complètement. Et peut-être plutôt, c'est ce qu'on aime dire, c'est de retourner vers les origines de la société. Parce que le fondateur de la société, il y a 160 ans à peu près, il était quelqu'un qui croyait en les valeurs, en le développement durable. Mais là, petit à petit, il y avait des gens qui ont oublié tout ça. Mais c'est pour ça que Siemens, au lieu de donner des leçons ou dire aux autres comment il faut faire, il faut tout d'abord prendre une responsabilité. Regarder dans le miroir, faire une auto-évaluation. C'est ça ce que Siemens a dû faire à partir de 2006. Donc 2007-2008, il y avait les plus grands changements. Pour complètement changer la manière de faire et pour vraiment établir un système d'intégrité, de conformité, de respect des lois au sein de la société. Aujourd'hui, notre système de conformité est basé sur 3 piliers. On l'appelle la prévention, la détection et la réponse ou la réaction. Donc nous ici en Tunisie, on est une petite société, on est à peine 50 employés. Mais nous, on doit mettre en place exactement les mêmes règles, les mêmes principes, suivre le même système que Siemens en Allemagne, par exemple, qui est énorme là-bas. Donc, par rapport à la prévention, où est-ce qu'on peut faire une liaison après avec le secteur privé en Tunisie, dans ce cas, c'est le premier pilier de la prévention. Donc là, entre autres, on a la formation, la communication, aussi ce qu'on appelle l'action collective. Donc c'est aussi de partager nos expériences avec l'extérieur, avec les autres parties prenantes. Donc on fait beaucoup de formations en interne. Moi j'effectue des formations pour les gens qui viennent d'intégrer la société. Après on répète les formations tous les 2 ans, où on rappelle nos employés de nos valeurs, de nos règles de conformité, pourquoi c'est important. Donc tout se base sur un code de conduite qu'on a en place, mais il y a beaucoup plus que ça. Il faut vivre le code de conduite, il faut le vivre tous les jours dans tout ce qu'on fait, dans le travail, au bureau et bien sûr à l'extérieur aussi, parce qu'on est tous responsables aussi de l'image de la société. Donc c'est ce qui est important, c'est de suivre les principes du code de conduite, suivre les lois, donc suivre les lois du pays, mais aussi, puisqu'on est en fait coté sur la bourse de New York, nous devons aussi suivre les lois des États-Unis, suivre les lois de l'Allemagne. Donc c'est quelque chose de très important. Madame vient de parler maintenant d'un type, ça concerne surtout les grandes entreprises, mais en fait je vais en parler, mais surtout je vais axer sur d'autres formes de corruption qui touchent surtout la PME et qui nécessitent aussi de solutions. D'abord, au niveau du TICA, peut-être juste une petite information pour ça concernant l'échec. On en a parlé et ça rejoint le problème de la corruption. Nous ne sommes pas, à l'UTICA, contre le principe de paiement par chèque pour la traçabilité. Pas du tout. La raison n'était pas ça. Parce que vous avez vu la commission, n'avez pas vu l'argumentaire. Aujourd'hui, le chèque en Tunisie a perdu sa valeur en tant qu'instrument de paiement.
la loi sur l'amnistie qui est eue en 2011 a libéré tous les gens qui avaient des chèques à payer, mais ils n'ont pas été obligés de payer les entreprises. Premièrement. Deuxièmement, après la Révolution, il est devenu strictement impossible de faire appliquer, de faire exécuter un jugement qui porte sur une valeur. Bon. Donc, on reçoit un chèque, il est impayé, on peut strictement rien faire. Sinon, payer un pot de vin pour avoir recours à l'exécution du juge. Et donc, aujourd'hui, le chèque ayant perdu sa valeur, on a dit au ministre des Finances, si vous garantissez l'exécution des jugements sur le chèque, on n'a pas de problème pour le mettre. Mais dans la mesure où vous êtes incapable de le faire, ben ne mettez pas une disposition de la loi qui va encore encourager les voleurs. Parce qu'on va recevoir des chèques à 20 000 dinars, mais ces chèques ne seront pas payés. Et on ne pourra strictement rien faire pour récupérer l'argent. Voilà. Donc, vous voyez. Solidaire avec le marché parallèle. Non, mais attendez. Non, en tout cas, sur ce point-là, on ne corrige pas une erreur par une autre erreur. C'est le principe. Donc, il faut traiter les problèmes à la source et régler un à un les problèmes et non pas accumuler les mauvaises solutions qui, en fin de compte, font déraper le marché. Bon, ceci donc pour la petite anecdote concernant l'échec. Maintenant, en ce qui concerne l'UTICA, l'UTICA s'est complètement renouvelé en 2012, totalement. Et le 17 janvier 2013, il y a eu un congrès qui a renouvelé, qui a parachevé le renouvellement de toute la structure de l'UTICA. Donc on a affaire à une nouvelle UTICA. L'image des anciennes, l'image qui vous est restée en mémoire, on espère que beaucoup de ces composantes ont disparu maintenant. Et à l'occasion du congrès de l'UTICA du 17 janvier 2013, l'UTICA a présenté un document, une vision et une ambition pour la République. Transcrit, formalisé dans un document stratégique qui s'appelle Tunisie 2020. Le document est disponible en téléchargement et public sur le site utica.org.tf. On peut le télécharger. Et la première composante de cette stratégie, c'est la restauration de la valeur du travail dans la société tunisienne et la bonne gouvernance dans les entreprises. Et donc nous sommes très conscients de ces dimensions-là, et c'est réellement le premier axe de notre stratégie de travail. D'abord parce que nous avons la conviction que la corruption est un frein à la compétitivité, ça coûte très cher. Donc au-delà de la dimension image, la dimension moralité, déjà ça coûte très cher d'avoir des éléments qui ne sont pas transparents, qui ne sont pas opaques, ce qui peut se cacher derrière peut coûter très cher à l'entreprise. Et donc, en interne, pour les entreprises, nous avons un programme que nous avons déjà engagé sur des actions de sensibilisation et d'information, de formation sur les outils qui permettent à l'entreprise d'être mieux gérée et d'être gérée de manière plus transparente. Ça, nous avons cette conviction et nous le faisons. Et certainement, les outils qui ont été cette année développés par les CE vont nous servir pour encore enrichir la panoplie d'outils qu'on va mettre à disposition des entreprises. Mais, en ce qui concerne les PME, on ne peut les convaincre de mieux s'organiser que quand elles sentent qu'elles ne sont plus aussi soumises à de la corruption. Parce qu'en fait, pour la PME subit la corruption. Elle n'est pas acteur de corruption, elle est acteur de fait, elle est obligée. Pourquoi? En fait, parce qu'en général, la petite entreprise est obligée de payer pour avoir son droit. Pas pour avoir quelque chose à laquelle on ne comprend pas. Pour avoir son strict droit, elle est obligée de payer. Ou pour éviter un problème artificiel. Et ça, on le vit tous les jours. Se faire payer une facture, si on ne paye pas, on ne reçoit pas le paiement de la facture. Donc c'est aussi basique. Donc avoir son droit est devenu un problème. Et c'était un problème déjà depuis longtemps. Bon. Et donc en fait, la forme que subit la forme la plus répandue, et celle que rencontrent les entreprises, c'est l'abus de pouvoir. C'est vraiment la cause principale de la corruption. Maintenant, en ce qui concerne le segment de l'informel, ben, nous avons à l'UTICA acquis la conviction qu'il y a une relation dialectique entre informel, corruption et contrebande. C'est les mêmes... et après terrorisme. En tout cas, c'est la même chaîne, parce qu'en fait, l'informel
existe parce qu'il y a des problèmes dans l'informel, mais l'informel n'existe pas s'il n'y a pas de corruption. Et inversement, la corruption se nourrit dans l'informel. Et donc il va falloir, ce problème, il va falloir le traiter de manière frontale. Nous avons aussi des problèmes, tout à l'heure vous avez parlé de la mine et de danger, mais en fait, tout notre système de surveillance de marché qui est défaillant. Parce qu'il est basé sur le principe du contrôle a priori. On dit que l'informel se nourrit de contrebande. Pourquoi? Parce qu'en fait, il suffit de passer la douane, pour qu'après, la route devient libre. Dans d'autres pays, la surveillance de marché ne se fait pas à la douane. La surveillance de marché se fait tous les jours sur les points de vente. Et là, on ne peut pas payer un fonctionnaire à la douane pour casser pour payer la douane. Donc c'est le système de surveillance de marché qui est à l'origine. Et donc, maintenant, comment traiter ces problèmes? Nous, on préfère traiter les causes plutôt que le symptôme. À notre avis, l'approche juridique, l'approche sanction, ne traite pas les causes. Et donc, elle est peut-être dissuasive, mais à long terme. Alors, au niveau du TICA, nous avons, pour traiter ces problèmes, nous avons fait un programme de travail pour, on appelait ça pour l'économie inclusive, en fait, pour lutter contre l'informel. On devait lancer ce travail au mois de septembre 2013. On a préféré différer, parce que le contexte politique et médiatique n'est pas favorable. Pour le moment, on a pointé le samedi 18 janvier 2014. Alors, on espère que d'ici là, la situation politique sera éclaircie. Et donc, nous allons annoncer le démarrage d'un travail de fond sur comment faire en sorte que l'économie, le formel soit la voie tout à fait normale et non pas la voie d'exception. Juste un mot de la fin, c'est que ça c'est le fondement économique et réglementaire, mais il y a un fondement culturel. Je pense qu'il faut le traiter aussi. Au niveau de la télévision, ces dernières années, l'image d'un chef d'entreprise qui réussit, c'est l'image d'un chef d'entreprise qui est voleur ou qui est corrompu. Malheureusement, la télévision a beaucoup aidé aussi à la diffusion de la corruption. Au niveau de l'école, nous avons un très gros problème. C'est que nous sommes en train de former des générations de corrompus et de voleurs. Parce qu'un jeune de 10 ans qui achète 100 mètres, après, quand il devient adulte, il est capable de tout acheter. Absolument. Non, mais il y a 36 000 façons. Malheureusement, c'est un problème auquel on n'a pas fait suffisamment attention. Moi-même, à titre individuel, en 82, j'ai demandé à être entendu par l'Assemblée nationale, j'ai été entendu par la Commission de l'éducation, et je leur ai dit que vous êtes en train de former une génération de corrompus. Ils ont entendu, mais en fait, leur pouvoir était limité, ils ne pouvaient rien faire. Il y a une grosse machine au niveau de l'éducation qui doit changer aussi de mode de travail pour éradiquer ce phénomène réglementaire. Et merci. C'est Abdelaziz, merci. Je ne vais pas faire de commentaires, parce que la salle a le droit de faire un commentaire. On a parlé beaucoup, le panel, on est bavard. Alors, tout d'abord, je me présente, moi je suis Trayat, je suis du cabinet de conseil AMF Consulting. Le premier point, peut-être que n'a pas été évoqué, c'est la justice. C'est-à-dire la justice est fondamentale pour développer ou combattre la corruption, et cette justice au sens large, que ce soit justice sociale, justice bien sûr judiciaire, l'appareil judiciaire, ainsi de suite, justice économique. Deuxième point, je pense ça a été cité par nos intervenants qui viennent d'autres pays que la Tunisie. Peut-être nous, on devrait le citer davantage en tant que Tunisien, c'est la sanction. Et quand je dis la sanction, ça peut être positif comme négatif, c'est-à-dire c'est la sanction, la récompense. Aujourd'hui, vous avez parlé d'un marché, mais il n'existe pas d'un marché. La réputation en Tunisie aujourd'hui, bonne ou mauvaise, elle n'est pas sanctionnée. Il n'y a pas de mécanisme aujourd'hui, que ce soit ni même pour les entreprises cotées en bourse. Et je dirais une autre chose, c'est les organes de supervision. Toutes les organes de supervision, est-ce qu'ils jouent leur rôle en Tunisie? Que ce soit la Banque centrale, que ce soit le Conseil des marchés financiers, est-ce que le Conseil des assurances, puisque j'opère dans le secteur financier, et j'en connais quelque chose. Sincèrement, c'est les organes de supervision qui devraient jouer encore leur rôle et donner l'exemple. Troisième point, je pense pour les entreprises publiques, peut-être il y a une expérience qui a été faite avec les banques publiques, à savoir
nomination des administrateurs indépendants au sein de leur conseil d'administration pour développer plusieurs aspects de la gouvernance, mais aussi ça peut être développer aussi autre chose. Pourquoi pas réfléchir à la généralisation de cette approche au niveau des entreprises publiques. Merci. Merci. Bonjour, je me présente, je suis Kamla Belmansour, je travaille sur le whistleblowing en thèse de doctorat et mon étude de cas c'est la Banque africaine de développement où ils ont justement un système de whistleblowing bien installé et je voulais justement demander à Madame Anna quels sont les problèmes culturels auxquels vous avez été confrontés. Est-ce qu'on peut dire que la dénonciation en Tunisie, elle a comme problème ou obstacle d'abord un problème de définition? Est-ce qu'on peut dire que la dénonciation c'est de la délation? Est-ce que c'est un type de mauvaise pratique? Et quelles sont l'expérience justement donc, de Siemens pour dépasser ce problème culturel de dénonciation? Merci. Une dernière question. Je voudrais interpeller Mme Nicolas et M. Jackson. C'est une petite question. À ma connaissance, il y a un projet de loi sur le 3P, partenariat public-privé, qui est passé en première lecture auprès des membres de l'ANC, de l'Assemblée nationale constituante. Qu'en est-il de la contribution de l'OCDE et de l'ACE à propos de ce projet de loi? C'est un stade. Donc, premièrement, en ce qui concerne le whistleblowing, donc, comme je l'ai dit, nous avons développé 3 boîtes à outils qui sont disponibles sur le site de l'ISME ou bien sur le site du Centre tunisien de l'entreprise, c'est DGE.tl, dans lequel il y a toute la démarche pour la mise en place d'un système de whistleblowing avec l'évaluation, avec le reporting, avec le formulaire, avec la conformité par rapport à la loi tunisienne, avec le partage d'expérience. Donc il est fait d'une façon très pédagogique. Donc, et maintenant, nous sommes en train de l'évaluer pour qu'il soit imprimé. Donc aussi, pour le code de conduite, nous avons le code de conduite. C'est très important pour le code de conduite qu'il y ait un processus d'évaluation et de suivi. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir uniquement un code de conduite s'il n'y a pas un processus d'amélioration. Donc, et le troisième, c'est tout ce qui est due diligence. Donc, c'est très important. C'est un travail qui est fait en même temps pour conformité et audit, donc c'est des techniques d'audit, mais c'est la conformité pour trouver dans les procédures de l'entreprise quels sont les points qui peuvent être source de corruption. Donc, réellement, si une entreprise elle veut mettre en place un système d'intégrité, c'est les 3 composantes qui doivent être là, en plus de l'engagement de la direction et de l'administration qui se traduit non pas uniquement par dire que nous avons un code d'éthique, mais par l'adoption du code d'éthique qui se traduit après par toutes ces boîtes à outils. Tout à fait ce que Majdi vient de dire. En particulier concernant les codes de conduite, nous avons donc mené un travail autour du secteur privé, mais bien évidemment la réflexion s'engage autour du secteur public. Et je pense que ce qui est toujours dit par le secteur privé, c'est ne prenez pas un code existant, faites un cut and paste, enfin un copier-coller, et puis on l'introduit dans sa société. Il y a des modèles, mais ces modèles doivent être adaptés, spécifiés, identifier les zones à risque. Même chose dans le secteur public. Et puis il ne faut pas s'arrêter là. Il faut, même quand il y en a une toute petite entreprise, qui ait la prise de conscience que c'est une valeur qui part d'en haut et qui est infusée dans toute l'entreprise. Incubé, je dirais, dans toute l'entreprise. Et de préférence, même quand on est petit, il faudrait quand même que quelqu'un soit responsable. Et plus on grandira, plus il faudra être suivi. Je pense que Siemens est mieux placé pour ça. Mais en tout cas, on ne peut pas dire, voilà, maintenant nous avons un code, tout le monde l'a signé, et puis nous mettons de côté, et puis on ne regarde plus. Et je pense que dans la fonction publique, le système de contrôle devrait s'appliquer, puisque visiblement, autour de la table, il y a plusieurs personnes qui semblent penser qu'il y a quelques sujets de préoccupation. Alors personne n'a précisé si c'était privé ou privé-public, mais il me semble quand même qu'il y a autour de ce sujet la question du public. Enfin, pour ce qui est de la question du partenariat public-privé, à l'OCDE, nous travaillons beaucoup sur cette question, mais nous ne sommes pas penchés sur le projet de loi de la Tunisie. Personne ne nous a saisi de cette question. Et ça demandera sans doute un vrai travail. S'il fallait regarder maintenant, je peux vous laisser la carte que vous envoyez, je peux vous transférer
des collègues qui sont spécialistes de la question. Moi-même, je ne suis pas, je ne peux pas vous aider en direct, mais je peux toujours essayer de chercher un soutien autour de cette question.